Bonjour à tous. Dans cette opportunité-là, on va parler sur la fabrication des peroxydes d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène, c'est un liquide transparent et incolore utilisé principalement comme blanchisseur. Dans quel domaine? Elle est utilisée dans l'industrie, bien sûr, chimique en général, plus particulièrement dans l'industrie du papier, comme on l'a déjà vu dans l'industrie textile aussi, dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire aussi. Le fait que le peroxyde est une forte blanchisseur, une forte agent d'oxydation, va faire en sorte qu'il est un très efficace blanchisseur. En parlant un peu d'histoire, le peroxyde d'hydrogène a été découvert en 1818 par le chimiste français Louis-Jacques Thénard quand il a mélangé l'acide nitrique avec le peroxyde de baryons et il a obtenu, bien sûr, le peroxyde d'hydrogène et le nitrate de baryons. Donc c'est une réaction de déplacement double sans changement d'état d'oxydation. On peut voir ici avec le changement de couleur que l'hydrogène s'est déplacé d'accompagner le nitrate pour accompagner l'oxygène. Le baryon a passé former une selle. Nous pouvons utiliser l'eau à titre comparatif. Le fait que le peroxyde a une molécule d'oxygène lui apporte des différences appréciables. Par exemple, ici, on peut voir dans la molécule d'eau, il y a H2E, on le connaît déjà, mais dans la molécule de peroxyde, on a un oxygène de plus. Bien sûr que ça va ajouter dans la première chose qu'on voit tout à coup, c'est un changement de la masse molaire. Donc on ajoute un oxygène de plus, ça veut dire c'est 16 grammes par mol qu'on va ajouter de plus, et ça va faire en sorte que la masse molaire est différente. C'est comme logique. Mais il y a aussi un changement de la masse volumique. Évidemment, le fait que la molécule a 7 atomes d'oxygène de plus fait en sorte que le dipôle électrique de la molécule est différent. Donc la molécule del peroxyde est beaucoup plus polaire. Ça va faire en sorte, bien sûr, que les attractions et les forces intermoléculaires sont plus fortes. Ça va donner comme conséquence une augmentation pas seulement de la masse volumique, mais aussi de la viscosité. Mais les deux molécules restent pas mal semblables et pareilles à tel point qu'ils sont mutuellement miscibles. Ça veut dire qu'on peut les mélanger dans n'importe quelle proportion, dans toutes les proportions possibles, il peut être mélangé. Comme d'autres conséquences, on a aussi que ça va affecter les points de fusion de l'eau oxygénée, comme on l'appelle aussi, le peroxyde d'hydrogène. On a certaines différences, mais par exemple dans les points de fusion, il n'y a pas une grande différence, il y a juste une petite différence de moins 0,42. Par contre, dans les points d'ébullition, on a une augmentation de 1,5 plus, de 50% de plus. Et ça, c'est le fait que les ponts d'hydrogène, les forces des ponts d'hydrogène sont beaucoup plus fortes dans l'eau oxygénée. Ça fait en sorte que les points d'ébullition, ça va être un peu plus, ça va changer aussi un petit peu la chaleur d'évaporisation. C'est pas un grand changement, c'est à peine un petit pourcentage. Ça veut dire c'est 10 kJ de plus par mol. Mais par contre, la différence qu'on voit dans la température, mais c'est évident. Ça, c'est à cause de dipôle électrique qui fait en sorte, dipôle électrique, bien sûr, quand je parle de dipôle électrique, c'est plutôt la molécule tout seul, mais quand une molécule agit et va interagir avec une autre molécule, on parle plutôt de les forces intermoléculaires. Dans ce cas, je parle des ponts d'hydrogène qui sont beaucoup plus fortes dans l'oxygéné. Les conséquences les plus intéressantes sont l'augmentation de la masse volumique, de la viscosité et de points d'ébullition. Mais bien sûr, un petit peu la chaleur d'évaporisation élevé avec le nitrate. Même si la décomposition du peroxyde d'hydrogène est une réaction très exothermique, voilà notre petite image d'explosion, cette composant-là, le peroxyde d'hydrogène, est pas mal stable à température pièce. Par contre, il y a tout le temps, petit détail, cette réaction-là est catalysée par n'importe quelle chose. Par exemple, il peut être catalysé par n'importe quel métaux de transition. Il peut être catalysé en milieu alcali, où il y a la présence des oxydes métalliques. Ça veut dire qu'on a des oxydes métalliques partout.
ou sur la présence d'une surface métallique. Ça veut dire même si cette réaction est, cette composante-là est stable à température pièce, n'importe quelle chose peut catalyser la réaction. C'est pour cela qu'il est un composant extrêmement dangereux dans le sens qu'il peut se décomposer et quand il va se décomposer, bon, c'est très exothermique, donc ça peut libérer une grande quantité de chaleur qui peut endommager, il peut faire des brûlures, etc. Donc c'est une substance, un composant avec lequel il faut faire beaucoup d'attention. Afin d'améliorer son stabilité, on peut faire différentes choses qui peuvent faire en sorte que cette stabilité-là va s'améliorer. Ça veut dire que cette réaction-là de décomposition n'aura pas lieu. Donc, on peut faire, par exemple, on peut augmenter la concentration. Donc, plus qu'il est concentré, plus qu'il est stable. On peut diminuer le pH. On vient de voir que dans le milieu alcalin, il peut se décomposer. Donc, si plus que le pH est acide, il va être stable. Et on peut ajouter des stabilisants, comme par exemple cette composante-là. Bien sûr, le fait que le peroxyde d'hydrogène a un état d'oxydation, ça veut dire pas lui qui est en état d'oxydation, l'oxygène dans le peroxyde, il y a un état d'oxydation très particulier, -1, c'est pas très commun, c'est un état d'oxydation plutôt rare, fait qu'il y a des différentes sortes de propriétés redox. Par exemple, on peut dire ici que l'hydrogène en état d'oxydation +1, ça c'est pas mal connu, mais ça fait en sorte, comme il y a deux atomes d'oxygène, mais ça fait en sorte qu'il est en état d'oxydation -1. Ça veut dire que l'état d'oxydation de l'oxygène, c'est une espèce d'état d'oxydation intermédiaire. Donc il peut s'oxyder, mais il peut se réduire aussi. Si jamais, mettons, l'oxygène avec un état d'oxydation -1, il gagne un électron, ça veut dire qu'il va se réduire, donc il passe à l'état d'oxydation -2. Mais dans ces cas-là, le peroxyde d'hydrogène, c'est un oxydant. Il y a l'autre cas aussi où, à la place de ça, il va perdre un électron. S'il perd un électron, ça veut dire qu'il va se oxyder. Il va passer souvent à l'état d'oxydation 0. C'est l'oxygène moléculaire. Donc, dans ce cas, il va fonctionner comme un réducteur. Donc, il va fonctionner soit comme un réducteur, soit comme un oxydant, en dépendant dans quel milieu il va être. Par exemple, le peroxyde d'oxygène comme oxydant, il a la réaction suivante. Donc, en état acide, parce qu'on voit ici la molécule d'hydrogène qui doit avoir lieu, mais on voit que la réaction est spontanée parce que le potentiel des cellules est positif. Donc, ça veut dire qu'en milieu acide, généralement, il peut être comme un agent oxydant, un agent d'oxydation. Et dans ce cas, il peut oxyder les sulfites, il peut oxyder les nitrites, il peut oxyder aussi les chlorures. En plus, il peut avoir cette réaction de réduction où il va juste gagner un électron, il va passer à l'état d'oxydation -1 pour former une molécule d'hydroxyde. Ça veut dire qu'il va plutôt produire un milieu alcalin. Le peroxyde, il peut travailler aussi comme un réducteur. Donc dans ce cas, il va, s'il est un réducteur, ça veut dire qu'il va perdre des électrons parce qu'il va s'oxyder. On parle ici que l'oxygène va passer à l'état d'oxydation 0. Comme ici, on voit dans cette petite réaction, on voit que le potentiel est négatif dans la semi-réaction. C'est la somme au total qui va dire que la réaction est spontanée. Ça veut dire qu'il faut aussi calculer les potentiels de la réaction. Ça, c'est la réaction de réduction. En général, il peut réduire un milieu acide, le permanganate. Il peut réduire l'hypochlorite.